Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un député sénégalais. Il est vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir au Sénégal. Monsieur Abdou Mbow est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie Africa 24 de nous permettre de nous exprimer à travers le monde entier, et nous saluons aussi les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Nous allons démarrer cette émission par une actualité parlementaire avec le vote récemment de la loi portant organisation du Haut Conseil des collectivités locales. Dites-nous, cette organisation répond à quel besoin? Cette organisation, comme vous l'avez dit, vient renforcer l'architecture de la gouvernance locale entamée par le président de la République avec sa première phase, c'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation, qui a été quand même une réforme majeure instituée par son Excellence le Président de la République, qui a vu aujourd'hui une communalisation intégrale, parce que le Président de la République a voulu avoir des entités territoriales fortes et porteurs de développement. C'est pourquoi il a institué cette réforme, qui est l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, pour que cette réforme puisse répondre aux exigences des populations, il a voulu quand même instituer le Haut Conseil des collectivités territoriales pour compléter sa réforme au niveau national. Et comme vous l'avez dit, c'est la loi 2016-10 du 5 avril 2016 qui a institué le Haut Conseil des collectivités locales. Et dernièrement, il y a quelques jours, on a voté la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, de fait, cette institution existe. Est-ce que vous comprenez ceux qui estiment que cette institution est juste là pour servir la clientèle politique? Ce sont les opposants qui disent que c'est une institution pour servir les opposants politiques. Mais aujourd'hui, si vous voyez de près que le président de la République a institué ce Haut Conseil des collectivités locales, comme je vous l'ai dit, c'est pour compléter l'architecture de la gouvernance locale, mais sur le plan national. Parce qu'il a institué une réforme, c'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation, qui a amené une communalisation intégrale. Mais tout cela aurait pu être fait si, entre-temps, certains des membres n'étaient pas désignés par le président de la République. Mais vous savez... pourquoi tous les membres ne sont pas élus? Mais vous savez, tous les membres ne sont pas élus parce que ici, c'est le président de la République qui a été, au début de cette réforme, c'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation. Et à chaque élection, il peut y avoir des manquements dans tel ou tel autre département. Maintenant, il y a des membres qui sont réservés au président de la République qui va les élire en tenant compte de l'expérience des uns et des autres, de la compétence des uns et des autres, pour essayer de compléter ceux qui seront issus des scrutins au niveau des collectivités locales pour accompagner ces derniers à faire un travail de qualité au niveau au Conseil des collectivités territoriales. Je rappelle que cette institution est contenue dans la nouvelle constitution qui a été récemment votée, mais ce n'est pas la seule institution quand même qui nécessite à se poser des questions. Il y a également le Conseil économique, social et environnemental. Tous les corps de métier sont représentés au niveau de ce Conseil économique, social et environnemental. Nous sommes dans un pays de droit, un pays qui est régi par des lois et règlements. Et nous tous, nous savons que la marche d'un pays est régie par des lois et règlements. Nous avons l'Assemblée nationale aujourd'hui qui est en train de légiférer, qui a un pouvoir, le pouvoir législatif. Nous avons aujourd'hui deux assemblées consultatives. L'un, c'est le Conseil économique, social et environnemental. On a augmenté environnemental parce que vous savez, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Avec quand même cet élément, nous sommes aujourd'hui en train de travailler à tout faire pour que cette institution puisse répondre à ces attentes. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sous d'autres sujets, on a commencé même par supprimer ces institutions-là qui existaient déjà, même notamment le Conseil économique et social? Non mais attends, on a supprimé le Sénat. Et ce Sénat était quand même une institution dont les deux tiers... Non, attends, dont les deux tiers... d'habiller Paul, déshabiller Pierre. Non, les deux tiers étaient élus non seulement par le président de la République, mais ici, c'est une réforme qu'on est en train de compléter. Le président de la République a institué, comme je vous l'ai dit, l'acte 3 de la décentralisation. Mais de la même manière, quelqu'un d'autre aurait pu tenir un discours pour dire que le Sénat aussi a toute son importance. Non, on n'est pas en train de tenir un discours seulement. Je dis bien qu'il y a l'acte 3 de la décentralisation, qui a une phase, c'est-à-dire la première phase, c'était d'abord d'amener une communalisation intégrale, d'avoir des pôles territoires, mais aussi d'avoir des collectivités territoriales porteurs de développement durable. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est l'institution de
du Haut Conseil des collectivités locales qui se trouve dans le programme de gouvernance du président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall, lui, avait un programme qu'on appelait Yoonu Yokkute, qui avait été fusionné avec la stratégie de croissance accélérée qui a donné le plan Sénégal émergent. Et dans ce programme, il avait dit, lui, en tant que candidat, qu'une fois élu, il va avoir une organisation où les conseillers qui seront issus des conseillers municipaux et départementaux vont se retrouver au niveau d'une institution pour travailler à tout faire pour que la gouvernance locale dans notre pays puisse être véritablement une réalité. Bien entendu, mais il y a une chose aussi qu'il a dite dans le plan, le programme Yoonu Yokkute. Il disait aussi qu'il aura une gouvernance quand même sobre et vertueuse. Absolument. Mais quand on crée des institutions qui, entre griffes, vont consommer quand même assez de budget, est-ce qu'on est toujours dans la sobriété? Mais absolument. Pratiquement 171 milliards et demi venait de la rationalisation des dépenses publiques. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République, avec son gouvernement, sont en train de travailler pour que les finances publiques puissent être assainies, ce qui est fait. Et il y a un armada aujourd'hui d'institutions qui travaillent à tout faire pour que les finances publiques puissent être assainies. Maintenant, d'aucuns peuvent dire que voilà, il y a des institutions qu'on crée à gauche, à droite, mais il n'y a aucune institution qui est créée pour quand même caser une clientèle politique. Mais quand on observe la paix qu'il y a ici au Sénégal aujourd'hui, on se demande d'où vous est venue l'idée d'aller faire un dialogue national. Ce n'est pas parce qu'il y a la paix qu'on n'a pas besoin de faire un dialogue national, non. Au Sénégal, il y a des partis d'opposition, il y a une coalition au pouvoir qui est en train de gouverner, mais il y a aussi des tensions sociales. Cela ne veut pas dire qu'un pays n'est pas en guerre, qu'il n'a pas besoin de faire un dialogue national. On fait un dialogue à grand renfort médiatique comme ça, certainement c'est réservé à des cas spécifiques. Parce que le fonctionnement de l'État, la Constitution a déjà tout prévu en termes de fonctionnement, en termes de rapport entre les différents composants de la société. Parce que souvent, dans certains pays où il y a des crises, des problèmes, on parle de conférence nationale. Ici, c'est un dialogue national. Le nom importe peu. Mais non, que ce soit conférence nationale, que ce soit dialogue inclusif, le nom n'importe pas peu. Parce que, en général, vous voyez par exemple dans certains pays, quand on parle de conférence nationale, cela va déboucher à la création quand même d'institutions, ou bien d'organes de transition pour gérer une certaine crise. Mais ici, on parle de dialogue national où toutes les couches sociales ont participé, c'est-à-dire les chefs religieux, les partis politiques, la société civile, pour travailler autour de l'essentiel. L'essentiel étant quoi? C'est-à-dire avoir un processus électoral apaisé, comme on l'a toujours eu, c'est-à-dire le renforcer, le renforcement de la démocratie, mais aussi travailler à ce que les tensions sociales qu'on voit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, puissent être réglées en amont. Il y aura plus de contestation. Je ne peux pas dire qu'il y aura plus de contestation, mais ce dialogue national va renforcer les liens autour des différents acteurs pour que demain, qu'on puisse prévoir certaines tensions sociales en amont au lieu avant d'arriver quand même à des situations ingérables. En tout cas, je vous souhaite du succès là-dessus parce que si éventuellement il y a encore des tensions, on vous demandera alors ça aura servi à quoi le dialogue national? Les tensions, il y en aura toujours. Mais je dis qu'il faut tout faire pour diminuer les tensions dans un pays. Parce que nous, quand on est dans un pays démocratique... Je souhaite vraiment que vous ayez raison. Quand on est dans un pays démocratique, un pays où il y a la liberté d'expression, les gens seront obligés de s'exprimer. Moi, je pense que ça, quand même, c'est naturel. Tout homme doit pouvoir contester quand, surtout, la Constitution, qui est la charte fondamentale de ton pays, te donne ce droit-là. Maintenant, faire un dialogue national avec toutes les couches sociales d'une société, je pense que c'est important parce que cela va renforcer quand même, à apaiser le climat social dans énormément de secteurs. Tant que c'est fait dans l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas de problème pour que les opposants ne soient pas quand même caressés dans le sens des poils. À la fin de l'heure, dit bon, ne parlez pas parce que nous sommes en pour parler. Mais vous savez bien que Babila, ici au Sénégal, vous savez bien qu'au Sénégal, on ne peut pas dire aux opposants de ne pas parler parce que ici, on voit les opposants du matin au soir, ils ne font que parler. Donc moi, je pense que sur ce plan-là, on n'a pas du souci à se faire parce que pour qu'on puisse avancer, pour que la démocratie puisse être renforcée, il faut que les gens disent ce qu'ils pensent. La coalition Benno Bokk Yakaar qui est au pouvoir, apparemment, au sein de ce bloc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'unité. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi? Mais vous avez aussi une coalition ne veut pas dire... c'est pas, par exemple, la dissolution des autres partis au sein d'une coalition. Mais c'est des partis qui se retrouvent à travers une idée. Dans l'histoire du Sénégal, depuis 1960, jamais une coalition de partis politiques n'a duré autant que Benno Bokk Yakaar a duré. Depuis 2012, Benno Bokk Yakaar, on a tout le temps enterré Benno Bokk Yakaar très tôt,
mais il s'est toujours ressuscité de ses cendres. Et je pense que ça, c'est salutaire. Cela montre que le président de la République, Macky Sall, depuis qu'il a été élu à la magistrature suprême, fait tout pour travailler à ce que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent se retrouver autour de l'essentiel. C'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar, malgré la divergence de vues, parce qu'il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, il y a des trotskistes, il y a des gens qui viennent de la société civile, mais c'est normal qu'il puisse y avoir une différence de vue, une différence d'appréciation. C'est juste une différence d'appréciation. Seulement une différence de vue. Parce que sinon, vous avez certains parlent de crise profonde. Mais vous avez vu au niveau du référendum, malgré quand même la différence de vue et d'appréciation, mais tous les partis de Benno Bokk Yakaar sont allés ensemble, à part quelques-uns qui se sont rebellés, si je peux m'exprimer ainsi, pour aller dans le camp du non. Mais cela n'enlève en rien qu'aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar reste encore plus fort que jamais. Donc aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, nous nous félicitons aujourd'hui de la durée de vie de Benno Bokk Yakaar et aujourd'hui, on est en train de travailler à aller aux élections législatives de 2017 ensemble et je suis sûr et certain qu'on va réussir ce pari. Monsieur le honorable député Abdou Mbow, merci. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal et porte-parole adjoint de l'APR, le parti du président Macky Sall. C'était un plaisir. Nous vous remercions encore une fois de plus de nous avoir permis de nous exprimer à travers quand même votre antenne. En tout cas, c'est votre droit le plus absolu sur les antennes d'Africa 24. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24 avec un nouveau journal à la clé. Merci.